Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Je me présente, je suis Delphine Cochet, la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Alors vous le savez, Ma Bonne Fée vous accompagne dans vos quotidiens de salariés. Et il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est la sensibilisation sur les sujets, notamment des stéréotypes et des biais. Et nous avons voulu aujourd'hui vous présenter cette session avec notre experte Nadège Dazi sur la question de sommes-nous toutes et tous sexistes. Nadège, je te laisse te présenter. Merci Delphine. Donc, moi, je m'appelle Nadège Dazi, je suis experte sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, en effet, nous allons creuser un petit peu la question des stéréotypes qui sont finalement un des piliers quand on aborde ces questions d'égalité. Donc, sans plus tarder, je vous propose que nous commencions. Alors, la première question en fait, qu'on peut se poser en fait, quand on parle de biais et de stéréotypes, c'est de se demander combien de décisions on prend par jour. Alors, je vous propose pendant une seconde de réfléchir dans votre tête à combien de décisions vous avez déjà pris aujourd'hui. En fait, on prend 35 000 décisions par jour. C'est énorme et très souvent, en fait, quand on voit ce chiffre, on se dit qu'on n'en prend pas autant, mais en fait, c'est simplement parce qu'il y en a énormément qui sont inconscientes. Donc, en fait, les décisions conscientisées et les informations, finalement, de manière générale, que l'on va conscientiser, sont infimes par rapport au volume d'informations qu'on a à traiter, que notre cerveau a à traiter. Alors, face à cet afflux finalement d'informations, il y a un mécanisme qui se met en place dès le plus jeune âge, qui s'appelle la catégorisation. En fait, cette catégorisation, c'est un mécanisme tout à fait utile et sain. En fait, pour se développer, l'enfant a besoin de réduire la réalité dans des modèles cognitifs qui sont simples et qui sont partagés et compréhensibles par tous et toutes. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant tout petit va voir s'il y a un animal dehors qu'il vole, il saura que ça sera dans la catégorie des oiseaux. Il ne saura pas forcément au début que c'est une pie, un merle ou une hirondelle, mais en tout cas, il aura catégorisé, ce sera un oiseau. Et en fait, si on applique cette catégorisation aux êtres humains, en fait, ce qu'on voit, c'est que de la même manière que pour tout ce qu'on va croiser dans notre vie, on va catégoriser aussi les êtres humains. Notamment, en fait, on va avoir la catégorie des enfants, des personnes âgées, des femmes, des hommes, mais ça marche aussi avec les personnes qui ont la peau blanche, la peau noire, les Américains, les Italiens, les Allemands. On met en fait tout être humain dans des catégories. Et ça, c'est en fait extrêmement utile. Ça permet simplement à notre cerveau de décrypter le monde avec plus de simplicité. Alors, le fait de mettre dans des boîtes, c'est ce qu'on appelle en neurosciences la catégorisation. Suite à cette catégorisation, en fait, on va coller des stéréotypes, on va coller des étiquettes sur nos boîtes, parce qu'une boîte vide, ça ne sert quand même pas à grand-chose. Et donc, en fait, ces étiquettes que l'on colle, ce sont les stéréotypes. Ces stéréotypes, en fait, ils vont évoluer en fonction de notre époque, de notre lieu de vie, de notre environnement social et familial aussi. Et en fait, on va donc coller ces stéréotypes à toute catégorie. Si on prend notamment la boîte des femmes, eh bien, ce qu'on partage encore aujourd'hui comme stéréotype, c'est notamment que les femmes auraient un intérêt pour les choses qui relèveraient plutôt du caractère esthétique, qu'en tant que femme, on a une bonne écoute, généralement, on a de l'empathie, cette écoute active, c'est quelque chose, des compétences qui sont généralement liées aux femmes. En rôle social, on lie encore beaucoup, en effet, la féminité au rôle de mère. Et puis, dans les orientations, eh bien, les femmes, de manière générale, seraient plus disposées à s'orienter vers ce qu'on appelle les métiers du care. Alors, depuis 2 ans, on en a beaucoup entendu parler. Ce sont tous les métiers en lien avec notamment les soins. Mais en fait, quand on fait le pendant en entreprise, ce sera finalement tous les métiers tournés vers l'humain. Donc, notamment les ressources humaines ou le marketing. Donc, en fait, ça, ce sont nos stéréotypes. Donc, ce sont les petites étiquettes qu'on colle sur nos boîtes. Et jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un mécanisme sain et utile. Là où ça commence un petit peu à poser quelques petits soucis, c'est qu'en fait, à côté de ces stéréotypes, on a un autre concept qui s'appelle la valence différentielle des sexes. En fait, cette valence différentielle des sexes, elle a été mise en exergue notamment par une anthropologue qui s'appelait Françoise Héritier. Et Françoise Héritier, elle a remarqué en fait qu'un peu partout dans le monde, finalement, eh bien, on allait coller des valeurs à ce qui était féminin et ce qui était masculin. Et en fait, ce qu'elle a remarqué, c'est que souvent, on collait le positif au masculin. En tout cas, le masculin était associé à des choses qui étaient plus positives et le féminin était plutôt du côté négatif.
Pour vous donner un exemple, en fait, ce qu'elle a remarqué, c'est que dans notre culture, encore aujourd'hui, on va plutôt parler des petits garçons comme étant des enfants plus actifs que les petites filles. Les petits garçons, on dit, oui, ils ont besoin de se dépenser, ils sont actifs, ils courent beaucoup. Et ce côté actif, notre société aujourd'hui, notamment dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est valorisé. Être actif, être entreprenant, c'est quelque chose de positif. À l'inverse, du coup, les petites filles seraient moins actives. Et du coup, ce caractère moins actif, un peu plus passif, est un peu moins valorisé. Et ce qu'elle montre, qui est extrêmement intéressant, c'est que dans des pays, par exemple, comme l'Inde et la Chine, on va décrire plutôt les petits garçons comme des enfants qui sont assez posés et calmes, alors que les petites filles, elles courent un peu partout. En tout cas, c'est la représentation qu'on en a. Mais en fait, ce côté courir un peu partout, en fait, c'est un côté un peu brouillon. Et ce qui est valorisé, en fait, en Chine et en Inde, c'est plutôt le fait d'être concentré, d'être recentré sur soi-même. Et on voit que pourtant, des choses qui sont identique, c'est-à-dire ce côté actif ou non, va être valorisé, soit de manière positive, soit de manière négative, mais que le côté positif est toujours attribué au côté masculin et le côté négatif plus au côté féminin. Et on voit qu'en fait, avec ce concept de valence différentielle des sexes, notre processus neuronal qui était de « je catégorise, je colle des étiquettes », qui était tout à fait sain et utile, commence à poser certaines questions si nos étiquettes ont des valeurs différentes. Et ça nous amène en fait au sexisme. Parce que, qu'est-ce que c'est le sexisme? En fait, le sexisme, ça va être des paroles et des actes qui vont puiser justement leur force et leur légitimité dans tous ces stéréotypes de genre. Et du coup, dans cette vision, déséquilibrer des rapports de sexe, étant donné qu'on a vu que les stéréotypes n'avaient pas la même valeur suivant qu'ils étaient accolés au féminin ou au masculin. Et donc ça nous permet déjà de comprendre un petit peu mieux qu'à partir d'un phénomène neuronal sain, si on n'y prend pas garde, on peut dévier vers des choses qui ne sont plus tout à fait très saines. Alors, d'où est-ce qu'on a finalement ces stéréotypes? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un processus neuronal, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre un petit peu d'où on vient. Parce qu'en fait, comprendre d'où on vient permet de comprendre les représentations qui sont encore aujourd'hui celles du féminin et du masculin. Et c'est intéressant, du coup, d'aller regarder un petit peu dans les lois, parce que, en fait, les lois, elles n'ont pas été très égales pendant des générations et des décennies. Si on remonte à 1804, alors ça peut paraître loin, mais 1804, c'est la date d'entrée en vigueur du Code Napoléon, le fameux Code Napoléon, Code civil, qui a été en fait la base des codes civils de beaucoup de démocraties autour des pays qui entourent la France. Dans ce Code Napoléon, il faut quand même savoir que les femmes étaient considérées comme des mineurs, donc autrement dit comme des enfants. Par ailleurs, il est aussi intéressant de noter que l'instauration des congés de maternité, donc c'était en 1913, c'était pas du tout pour protéger les droits des femmes. À l'époque, en fait, les législateurs ont instauré ces congés de maternité, c'était en vue de lutter contre la dénatalité et les mortalités infantiles. Et on s'est dit, en fait, pour avoir des forces vives, parce que 1913, vous voyez ce qui arrive, on sentait quand même qu'on allait avoir besoin de pas mal de forces vives dans le pays, on s'est dit, on va instaurer un congé de maternité, les femmes vont pouvoir se reposer accessoirement, mais surtout, en fait, s'occuper des enfants et s'assurer qu'ils vivent. Alors, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que sur une échelle de temps, en fait, jusqu'en 1965, les femmes mariées ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari, ne pouvaient pas non plus avoir de compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Et ce n'est quand même qu'en 1983 que l'égalité professionnelle a été adoptée. Donc ça veut dire que ça fait moins de 40 ans que le principe d'égalité professionnelle est reconnu en France. Et donc c'est intéressant de prendre un petit peu ce recul parce que sur une échelle historique, finalement on voit que les lois n'ont pas du tout été neutres, mais surtout elles ont favorisé l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi intéressant de regarder du côté de la science, parce qu'on se dit, la science, c'est quelque chose d'objectif, de rationnel. En fait, la science, tout comme toute autre discipline, en fait, est le fruit aussi de ceux, principalement ceux, je ne vais pas dire celles, de ceux qui ont développé des théories scientifiques. Et ici, pendant des décennies, la science a surtout été aux mains des hommes. Et donc, ces hommes qui ont développé ces théories étaient eux aussi stéréotypés et biaisés. Et c'est intéressant de s'en rendre compte parce que notamment, en fait, les premières études sur le cerveau, le père de la neuroanatomie, qui était Paul Broca, en 1860, a développé une théorie disant
que le cerveau des femmes était plus petit que celui des hommes parce que, en effet, il y avait une question physique, les femmes étant de morphologie un peu plus petite, mais il ajoutait, oui, c'est sûr qu'il y a une question de physique, mais aussi les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Donc ça, vous allez me dire, c'est quand même, c'est très lointain, on en est loin. Ben en fait, oui et non, parce qu'en fait, ces études sur les cerveaux différenciés, les cerveaux de femmes, les cerveaux d'hommes, ben, on les voit encore parfois aujourd'hui sur le fait qu'on aurait des compétences et différentes en fonction en fait de critères naturels. C'est aussi intéressant de regarder la science quand on parle de la préhistoire. Moi, ce que j'ai appris à l'école, alors ça fait pas pourtant ça fait quand même quelques décennies, mais c'est pas si loin quand même. Ce que j'ai appris à l'école, c'était que l'homme chassait le mammouth, la femme s'occupait des enfants dans les grottes. Ça, c'était ce qu'on disait, et c'est encore ce qu'on dit principalement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a des chercheuses, notamment des femmes, dont Marilène Patou-Matis, qui est une préhistorienne, donc elle s'occupe vraiment d'analyser la préhistoire. Et elle a montré qu'en fait, là aussi, il y avait des biais dans l'interprétation de l'histoire, et qu'on n'avait aucun élément objectif, en fait, aujourd'hui, pour dire que la femme restait dans la grotte. Et au contraire, en fait, en analysant un peu les ossements qu'on avait trouvés, on pouvait dire qu'au contraire, il y avait certaines parties des bras des femmes qui étaient plus développées et que donc, on peut interpréter ça comme étant le fait qu'elles aussi chassaient. Et ça remet en fait en cause aussi toute cette idée de, en fait, ça a toujours été comme ça. Les femmes s'occupent mieux des enfants et sont toujours occupées des enfants. Et ça, c'est intéressant. Et on a aussi, donc je vous disais, Paul Broca 1860, ça paraissait loin, mais dans les années 90, on a eu John Gray qui a sorti un best-seller qui s'appelait Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, donc best-seller dans le monde entier, qui en fait basait ses théories scientifiques, alors je mets des guillemets à scientifiques, sur le fait qu'on aurait vraiment des cerveaux différents, des compétences différentes et qu'on agirait différemment, simplement parce qu'on était neurologiquement câblés différemment. Alors aujourd'hui, c'est remis en cause, là aussi, notamment par des chercheurs. Il y en a une en particulier qui est Catherine Vidal, qui a montré qu'en fait, notre cerveau, il est doté de ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, que du coup, tous les cerveaux sont différents et qu'il n'y a pas de cerveau d'homme et de cerveau de femme. Néanmoins, tout ça, ça nous donne des images, des représentations extrêmement ancrées dans notre société. Et puis, souvent, on dit, allez, ok, le cerveau, ok, il n'y a pas de cerveau d'homme et de femme, mais il y a les hormones. Ah, les hormones. Alors, sur les hormones, en fait, il y a une théorie qui est que l'ocytocine, qui est notamment l'hormone qui est produite quand les femmes accouchent, donc pour favoriser l'accouchement et aussi pour favoriser la montée de lait, serait un petit peu l'hormone de l'instinct maternel. Là aussi, en fait, il y a des chercheurs et des chercheuses notamment, Odile Fillot, qui a démontré que les études qui avaient été faites, notamment sur l'impact de cette ocytocine et le lien avec l'instinct maternel, étaient très contestables. Parce qu'en fait, c'est beaucoup d'études qui ont été faites à la base sur des animaux et que le lien entre une souris et un être humain est quand même assez ténu et qu'en termes scientifiques, en fait, ça ne tient pas forcément. Puis aussi, surtout, l'instinct maternel, dont on parle quand même souvent, en fait, à partir du moment où plein de femmes ne le ressentent pas, on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'universel. Et en plus, il faut savoir que si on a une péridurale un peu forte, en fait, l'ocytocine peut être freinée. Donc, du coup, en fait, on voit que quand on regarde les analyses scientifiques aussi et qu'on les détricote un peu, notamment avec un regard un peu avec une prise de recul et qu'on regarde les biais des chercheurs aussi, on remarque que des théories qui pourtant fondaient notre imaginaire et nos représentations ne sont pas si objectives que ça. Mais pourtant, ça a bien un impact. On a aussi l'éducation. Et ici, je ne parle pas forcément de l'éducation des parents vis-à-vis des enfants, mais de l'éducation dans son ensemble. On a aujourd'hui ce qu'on appelle un curriculum caché à l'école. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que, en fait, les enseignants et enseignantes, bien à leur insu, et je ne suis pas du tout en train de les blâmer, passent aux enfants aussi un curriculum qui n'est pas officiel, mais bien officieux, et c'est-à-dire empreint de leurs propres biais et stéréotypes. Et ici, j'insiste fortement sur le fait que c'est tout à fait inconscient et que ici, c'est bien l'obligation de l'éducation nationale de former les enseignants et les enseignantes à lutter contre ces stéréotypes. C'est écrit dans les codes de l'éducation et de facto, ça ne se fait pas vraiment. Donc, il y a cette question, n'empêche, de transmission aussi à l'école. Ce qui se passe aussi en termes d'éducation, c'est que, en fait, si vous prenez des livres pour enfants, si vous avez des enfants, je suppose que vous avez déjà lu les livres pour enfants, qui véhiculent une foultitude, en fait, de représentations stéréotypées. Et donc, en fait, nos enfants, dès le plus jeune âge, vont aussi apprendre, finalement, ce qu'est les rôles des hommes et des femmes. Alors, il y a plein de nouveaux bouquins qui déconstruisent un peu ça, mais de manière générale, on baigne quand même dans les stéréotypes. Et je vous disais, ça a des impacts parce qu'on parle aussi de la menace du stéréotype. C'est-à-dire qu'en fait,
cette évolution législative, ces théories scientifiques et puis tout ce qui est transmis, en fait, même si c'est aujourd'hui reconnu comme scientifiquement infondé, ça va impacter nos comportements, c'est-à-dire que la menace du stéréotype va pousser des filles, des garçons, des hommes et des femmes à se comporter en accord avec les stéréotypes de sexe qui nous collent à la peau. Et donc, du coup, on voit ce qui peut être problématique ici. Alors, la question, c'est comment réagir face à ces stéréotypes? Parce que si c'est des mécanismes neuronaux, on va se dire que on ne peut pas faire grand-chose. Oui, en fait, en partie, c'est juste. On ne peut pas les empêcher. Par contre, on a l'obligation, en tout cas, il serait très bon, de prendre du recul, en fait, pour les mettre en perspective, afin qu'ils ne contrôlent pas nos actions. Parce que le problème, c'est pas d'avoir des stéréotypes, mais c'est que ces stéréotypes, en fait, aient un impact sur nos actions. Et comment est-ce que ça peut impacter nos actions? On l'a vu, on part d'un phénomène qui est la catégorisation. J'identifie des groupes de personnes sur des points communs. Ensuite, j'associe des croyances, on est sur l'ordre du stéréotype. Douceur, empathie, autorité, force, détermination. Vous aurez retrouvé à qui ça appartient. Ensuite, on associe à ça des jugements, soit c'est positif, soit c'est négatif. Par exemple, les femmes à la naissance des enfants changent leurs priorités et préfèrent travailler moins. Jusque-là, en principe, en France, on a encore le droit de penser, de juger, voilà, ce qu'on veut. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est quoi? C'est quand, en fait, mes préjugés vont diriger mes actions. Alors, il peut y avoir notamment, en fait, ce qu'on appelle l'agissement sexiste. Ici, je vais réagir en disant, par exemple, voilà, je suis manager et je dois choisir quelqu'un pour un dossier. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps, on ne peut pas compter sur elle le mercredi, du coup, je ne la choisis pas. Parce que d'instinct, je me dis, non, elle, je ne la choisis pas. Et en fait, ce genre de petite phrase, c'est se baser sur un stéréotype que d'office, cette personne, parce qu'elle est mère et pas disponible le mercredi, ne sera pas en capacité, notamment, d'effectuer telle ou telle tâche. Ensuite, on a une autre action possible, c'est ce qu'on appelle l'autocensure. En fait, ici, c'est je ne postule pas moi-même à un poste parce que je crains de ne pas savoir gérer mes responsabilités familiales. Alors, sur l'autocensure, j'invite quand même à prendre un petit peu de recul parce que souvent, on entend beaucoup, je trouve, dire « Ah, mais les femmes n'osent pas, il faut les empowerer, il faut leur donner des clés. » Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est important aussi de former, mais en fait, les femmes aujourd'hui sont déjà surformées à plein de trucs. C'est en fait le système organisationnel et la structure sociétale qui fait qu'il y a de facto des freins. C'est pas qu'on ne veut pas ou qu'on n'a pas les capacités d'eux. Je pense qu'il faut plutôt ici aller casser les freins qui font que de facto, c'est compliqué pour une femme d'être à un poste égal vis-à-vis d'un homme que de remettre encore une série d'injonctions sur le dos des femmes. Donc l'autocensure, c'est en effet une des actions, mais il faut quand même la prendre avec, à mon sens, un certain recul sur la notion et ne pas faire peser les responsabilités sur les mauvaises personnes. Ensuite, une autre conséquence, ça peut être ce qu'on appelle la discrimination. Donc en fait, ici, c'est-à-dire que je transforme mes préjugés en action. Ici, par exemple, je dois nommer quelqu'un à un poste, je vais choisir un homme à compétences égales, on est bien d'accord. Je choisis un homme parce que, du coup, une femme qui ne travaillerait pas les mercredis ou qui a des enfants, je pars du présupposé qu'elle ne pourra pas assumer cette tâche. Et ici, on est sur de la discrimination. Donc on voit que le souci des stéréotypes, c'est pas d'en avoir, mais c'est quand finalement, il se transforme, il transforme mes actions vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis d'autrui. Alors, quels sont les liens entre les biais et les stéréotypes? Là, on vient de parler beaucoup des stéréotypes, mais quels sont les liens? Alors, en fait, les biais cognitifs, ce sont des distorsions dans le traitement logique d'une information. On a plus ou moins 200-250 biais par être humain, enfin chaque être humain, donc c'est énorme. Et nos biais, en fait, ils vont mobiliser et renforcer nos stéréotypes. Donc, en fait, ils fonctionnent ensemble. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, ici, je vous montre donc une illustration de Magritte. Il y a une phrase qui dit « La carte n'est pas le territoire ». C'est-à-dire qu'en fait, nous allons tous avoir notre propre vision de la réalité, teintée, justement, de tous les biais que nous avons. Et des biais, on en a tous de manière individuelle, après il y a des biais partagés, mais on a tous notre vision des choses. Et c'est-à-dire que si moi aujourd'hui je regarde par la fenêtre, je vais voir certaines choses. Si les personnes qui sont dans cette pièce regardent par la fenêtre, on a pourtant la même réalité
en face de nous, mais on ne va pas voir la même chose. Peut-être que moi, je vais voir principalement, je ne sais pas, une plante, parce que chez moi, je n'ai pas forcément de verdure quand je regarde par la fenêtre, et ça va être ce qui, moi, va finalement être l'information que je retiens. Les autres personnes vont voir autre chose. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les situations, tout ce qu'on va vivre va être finalement teinté de notre propre éducation, de notre propre réalité sociale. Et c'est intéressant de l'avoir en tête parce que même si la carte, donc ce que je perçois de la réalité n'est pas ce territoire, ce n'est pas l'ensemble de la réalité, cette carte, elle va opérer en fait des choix dans ce qu'on pense et ce qu'on va dire. C'est-à-dire que la carte oriente la pensée. Jean-François Luny, qui était un pionnier de la psychologie cognitive, nous explique en fait qu'on opère une sélection des informations qui nous parvient, justement en fonction de tous ces filtres que l'on a, de tous ces biais, et qu'on réalise une sélection aussi des réponses que nous donnons. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça par rapport justement à cette question du sexisme et des stéréotypes ? Ça veut dire que comme notre société est encore très stéréotypée et très patriarcale aussi, en fait, je vais parfois choisir des informations avec les idées et les représentations que j'ai des choses. Notamment, par exemple, si on est sur une question RH, mon idée, comme on l'a vu, c'était une femme forcément mère aura potentiellement tendance à préférer rester à la maison. Et donc, en fait, même si je suis en entretien, disons que je suis RH, cette femme, elle vient me dire, oui, moi, j'ai envie de tel poste, etc. Je vais trier, en fait, les informations qu'elle me donne. Et même s'il y a une foultitude d'éléments objectifs que je devrais prendre en compte, qui me dit, en fait, elle a envie, par exemple, de changer de poste ou de progresser dans la hiérarchie, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retenir les informations, une partie des informations qu'elle me donne, qui vont venir confirmer mes propres biais et ma propre, finalement, conviction. Et dans la réponse que je vais lui donner, cette réponse va aussi être filtrée par tous mes biais et mes représentations genrées. Alors, quelques exemples de biais qui sont défavorables, qui peuvent être défavorables à l'inclusion, notamment en entreprise. On a ce biais de confirmation. Donc ça, c'est un petit peu ce dont je viens de vous parler. Ça, ici, on va hiérarchiser les données, les informations, en fonction du fait qu'elles confirment ou non nos propres croyances. Et évidemment, ça peut jouer en défaveur des femmes, vu que la première impression se forme très rapidement et que très souvent, les stéréotypes, comme on l'a vu collés au féminin, sont assez négatifs, contrairement aux stéréotypes masculins. Ce qui fait aussi que le biais de confirmation, par exemple, si vous cherchez une information sur Google, vous tapez un truc. Après, les algorithmes aussi sont extrêmement biaisés, mais disons que vous tapez un truc et que les algorithmes ne seraient même pas biaisés. En fait, vous remarquez que vous allez accorder plus d'importance à l'information qui va confirmer votre pensée et que d'instinct, on a plus ou moins tendance à aller vers quelque chose vers lequel on est d'accord, en fait. Et que, après, je disais, les algorithmes sont biaisés parce que très souvent, en fait, quand l'algorithme a compris que vous aviez cliqué 3 fois sur une théorie, il va vous reproposer en plus en priorité la même théorie, ce qui ne fait finalement qu'entretenir tous ces biais et tous ces stéréotypes que l'on a. On a aussi l'effet de halo, qui est un stéréotype, un biais. Ici, c'est réaliser une généralisation erronée à partir d'une seule caractéristique, une seule qualité d'une personne. Donc, par exemple, c'est qu'une chose que vous allez remarquer chez quelqu'un va déterminer votre appréciation de cette personne. Par exemple, on peut parler des tatouages. Si vous voyez quelqu'un avec un tatouage, vous allez peut-être avoir une appréciation subjective, positive ou négative, mais en fait, cette première impression va finalement générer une impression globale ou positive ou négative à partir d'une seule chose. Et ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller un petit peu questionner en fait ces ressentis, c'est-à-dire d'essayer de trouver des éléments objectifs qui vont en fait soit vous dire en fait oui il a des tatouages mais ce n'est peut-être pas une brute qui est dans un gang ou ce n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement artistique parce qu'en fait il y a plein d'idées préconçues sur les tatouages et l'idée c'est d'aller un petit peu creuser et ça demande évidemment un effort parce que ce qu'on a étudié c'est qu'en fait ce mode de notre cerveau qui génère les biais est le mode sur lequel en fait on se trouve la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques heures par jour où en fait on peut produire suffisamment d'efforts pour ne pas être dans ce mode des biais et des réactions un peu impulsives. On va le voir juste après.
Alors, il y a un troisième biais qui est intéressant aussi dans le monde de l'entreprise, c'est la tendance au clonage. Ici, c'est notamment la tentation de recruter ou de promouvoir quelqu'un qui nous ressemble. Et d'ailleurs, il y a par exemple, il y avait une étude qui avait été faite sur du coup des personnes LRH en demandant mais quel serait le meilleur critère pour voir si quelqu'un va matcher dans l'entreprise. Et certains avaient dit, quand même une bonne partie, c'est en fait de savoir si cette personne pourrait aller boire, si je pourrais aller boire un verre avec elle ou pas. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout un critère objectif, mais néanmoins, c'est un critère qui, voilà, on a tendance à aller recruter, promouvoir des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas avec qui on se dit je passerai bien du temps. Alors qu'objectivement, en termes RH, on n'est pas du tout sur quelque chose d'objectif, mais ça marche pas qu'en termes RH, évidemment, ça marche pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez à une conférence où vous ne connaissez personne, si vous avez envie de ne pas rester tout seul pendant votre conférence, vous allez vous diriger d'instinct vers quelqu'un qui vous ressemble, que ce soit physiquement, que ce soit dans la façon de se comporter, dans la façon de parler. Parce que simplement, notre cerveau, comme je le disais, ne peut pas faire d'efforts en permanence et donc du coup, il va faire de la facilité, notamment en mobilisant ses biais. Alors, je vous propose de tester un petit peu votre cerveau. Donc ici, si vous avez une feuille et un papier, prenez-les. Si vous ne les avez pas, je vous laisse 30 secondes pour prendre une feuille et un papier. 15 secondes, allez. Et puis, je vous demanderai du coup, je vais vous passer des images et je vais vous demander de noter des choses. Donc, je vous laisse quelques secondes pour prendre votre feuille et votre crayon. Je sais qu'aujourd'hui, souvent, on a un... Alors, si vous n'avez pas de feuille et de crayon, vous pouvez aussi noter sur votre ordinateur, sur les petites notes. C'est parti. Donc, je vous pose des questions et vous répondez. Alors, je vais aller vite, c'est fait exprès, mais justement, vous répondez le plus vite possible. C'est parti. Pensez à un outil. Notez un outil. Notez ce que vous voyez. À quelle nationalité appartiennent ces pieds? Donnez-moi un adjectif. Calculez. Et donnez-moi un mot. Ok. Alors, si je reviens en arrière, alors je n'aurai pas un retour de vos réponses. Très souvent, alors soit vous pouvez les écrire aussi dans le chat, mais très souvent, les réponses auxquelles les gens pensent, c'est un marteau. Et si je vous ai même demandé une couleur, vous auriez pu me dire bleu ou rouge. Je ne vous ai pas demandé. Mais c'est souvent ce à quoi on pense. Ici, je ne sais pas ce que vous avez noté. Vous avez peut-être noté ABC 12, 13, 14. Mais en fait, si vous prêtez attention, le B, ça peut être un 13 et le 13 peut être un B. Mais en fait, on prend, en fait, c'est un billet de disponibilité, on prend l'information qui nous est disponible le plus rapidement et on fait une suite logique, simplement parce que ça paraît logique. Sauf que mon B était un 13 ou un 13 était un B. Ici, je suppose que vous avez dit des Allemands, même si la tendance se francicise aussi, mais je suppose. L'adjectif ici, alors il peut y en avoir plusieurs, souvent on va dire blonde, ou un adjectif qui n'est pas forcément hyper positif. Je ne sais pas ce que vous aurez mis, mais on ne va pas me sortir généralement un adjectif très positif pour cette personne. Ici, normalement, vous avez mis 2. Ça, c'est le seul sur lequel je suis complètement sûre. Sur celui-là, je n'ai même pas la réponse, mais je doute que vous non plus. Et ici, pareil, je pense que l'adjectif ou le mot que je vous avais demandé n'est pas forcément hyper positif, malgré le fait que, donc c'est Nabila, malgré le fait que Nabila, aujourd'hui, est quand même une entrepreneure à la tête d'une société qui est extrêmement reconnue et qui a plus de followers que Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas l'image tout de suite qu'on en a. Tout ça pour vous dire quoi? Que on n'est pas responsable de nos biais, mais nous devons les challenger. Parce qu'en fait, ce que je vous ai montré ici, c'est en fait une illustration des 2 vitesses de pensée de notre cerveau. En fait, Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie, a montré dans son livre qui s'appelle Thinking Fast and Thinking Slow, en bon français, penser rapidement, penser rapide, penser lente. Il a montré qu'en fait, notre cerveau fonctionnait avec 2 vitesses. Le système 1,
donc qui est rapide, intuitif, sans effort, inconscient. Donc là, typiquement, c'est quand vous avez calculé 1 plus 1 et c'est quand vous avez répondu à la plupart de mes réponses, enfin, la plupart des questions que je vous posais. Vous n'avez pas trop réfléchi et je ne vous ai pas d'ailleurs donné le temps de réfléchir. Donc vous étiez sur quelque chose d'inconscient. Vous avez noté et du coup, si vous regardez vos réponses, vous voyez aussi qu'ils sont empreints de stéréotypes, notamment quand on est sur une image de la fille blonde ou de Nabila. Sur les pieds allemands, pareil. Et le système 2, en fait, c'est le système de pensée qui est beaucoup plus lent, qui est réflectif et qui demande un effort. Ici, en fait, c'est le système de pensée que vous avez dû mobiliser pour répondre à mon calcul compliqué. Ici, ça demande de la conscience. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode automatique de notre cerveau, en fait, c'est le système 1. Donc, ce qui veut dire que la plupart du temps, on va être sur un système rapide, intuitif, de première impression. Alors, parfois, on dit, mais oui, j'ai écouté ma première impression. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de théories sur la première impression, sauf qu'il faut savoir que votre première impression, de facto, elle sera biaisée et stéréotypée. Donc, si on s'en tient uniquement aux premières impressions, notamment dans des processus managériaux ou dans des processus RH, très, très certainement, en fait, on mobilise des stéréotypes et des biais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut passer du système 1 au système 2, parce que ce n'est pas inné du tout et ça nous demande un effort. Changer, essayer de casser ces biais, en tout cas, pas les casser parce qu'on les a, mais essayer qu'ils n'impactent pas trop nos vies, va nous demander un effort. Alors, quelles sont les pistes justement pour agir au quotidien ? Un, c'est d'accepter en fait nos stéréotypes et ne pas culpabiliser. Parce que quand on voit ça, on se dit « Ah, mais en fait, je suis bourré de stéréotypes et c'est une catastrophe. » En fait, on peut le voir à l'inverse, on peut se dire « Je suis bourré de stéréotypes, mais aujourd'hui, je le sais et je sais que je dois être attentif et y faire attention. » Et du coup, ça ne sert à rien de culpabiliser, mais plutôt, c'est d'essayer que ces stéréotypes n'amènent pas ce qu'on a vu tout à l'heure, ou bien des attitudes sexistes, ou bien la discrimination, ou bien aussi cette fameuse autocensure. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se questionner sur l'origine de nos opinions. Donc tout à l'heure, je vous ai partagé cette évolution législative, cette évolution au niveau des sciences, l'impact de l'éducation. C'est intéressant en fait de regarder un petit peu et de ne pas aller directement vers l'information la plus disponible, c'est-à-dire de challenger un peu tout ça. Or, on a vu, d'instinct, on ira plutôt vers de l'information qui confirme ce qu'on pense. Et là, ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de décentrer un peu son regard et de se questionner un peu sur le pourquoi on pense ce qu'on pense. Se méfier, du coup, disais-je tout à l'heure, des premières impressions, parce que les premières impressions, typiquement, elles font appel au système 1, système intuitif, certes, qui nous est bien utile, mais système extrêmement biaisé. Ensuite, il faut nourrir son cerf-volant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas le cerf-volant, le cerveau, non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, vu que le cerveau, il a besoin aussi c'est quelque chose qui va nous demander un effort, en fait, il va falloir lui donner de la matière. C'est-à-dire, il va falloir un petit peu ouvrir son champ des possibles, par exemple, s'ouvrir sur des lectures qu'on n'aurait pas l'habitude de faire, s'ouvrir vers des gens vers lesquels on n'aurait pas l'habitude d'aller, essayer de ne pas écouter ses premiers freins, mais essayer finalement d'engranger aussi des données objectives sur des choses qui, à la base, pourraient nous rebuter aussi. Et ça, c'est important, en fait, parce que si on ne le fait pas, c'est compliqué après d'aller mobiliser quelque chose qu'on n'a pas, parce qu'il va falloir avoir des données objectives pour essayer de changer un peu, de shifter un petit peu sa façon de penser. Et puis, comme c'est vraiment pas évident, on est bien d'accord, c'est aussi intéressant de mobiliser l'entourage, c'est-à-dire demander, en fait, à son entourage s'il est sensibilisé ou non, mais après cette heure, ces 45 minutes ensemble, vous pourrez justement en reparler, expliquer un peu tout ce que je viens de vous transmettre et demander, par exemple, que ce soit en famille, en équipe, de dire, tiens, cette semaine, on essaye de faire gaffe à nos stéréotypes et à nos biais. Et si quelqu'un a un propos complètement stéréotypé ou biaisé, on lève le petit drapeau rouge, par exemple. Ou dans certaines entreprises, ils ont aussi mis en place, c'est intéressant, quand il y a des propos sexistes, au lieu de faire un recadrage bien formel, alors ceci dit, il y a quand même certaines obligations, mais ce n'est pas le but de ce webinaire, mais c'est par exemple, ils avaient dit, on dit un mot. Par exemple, quand il y a un propos sexiste, c'était chaussette. Je pense que c'était ça dans l'entreprise en question que j'ai en tête. Et du coup, ce qui permettait en fait
d'aborder le sujet sous un thème un peu plus humoristique. On essayait quand même d'être conscient de ce qu'on disait et de ce que les autres disaient. Et puis, du coup, ça permettait de nourrir petit à petit la réflexion et de changer un peu aussi la façon de faire. Et puis, c'est important de demander, du coup, d'avoir une logique collective, mais il faut aussi être prêt à entendre. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'entendre quelqu'un vous dire, mais en fait, ce que tu dis, c'est hyper biaisé, c'est hyper stéréotypé, c'est pas agréable. Mais en fait, il faut être prêt à l'entendre à partir du moment où, en tant qu'être humain, on a des stéréotypes, on a des biais. Si vous n'en aviez pas, vous ne seriez pas humain. Et quelqu'un qui vous dira, moi, j'en ai pas, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il faut aussi faire cet exercice-là. Et je vous partage une anecdote. Il y a quelques jours, je devais acheter un cadeau pour l'anniversaire d'un ami de ma fille, qui a donc 4 ans. Je travaille le sujet de l'égalité, ça fait un petit peu moins de 15 ans. J'étais dans les rayons jouets et j'avais décidé de prendre un puzzle. Et du coup, il y avait les puzzles des dragons et les puzzles des princesses. Et je me suis dit, je ne vais pas lui prendre un puzzle de princesse parce qu'il ne va pas jouer avec. Et pourtant, je travaille le sujet depuis un certain temps. Du coup, j'ai quand même eu moi-même cette pensée-là. Et je me suis dit, en fait, je ne vais pas prendre de puzzle, je vais prendre un petit jeu coopératif. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ça nous rattrape, qu'on soit sensibilisé ou non, ces biais vont vous rattraper. Et ce n'est pas après un webinaire que vous allez changer votre façon de faire, mais c'est en fait en prendre conscience et agir petit à petit au quotidien et à être prêt à se remettre en fait toujours un peu en question parce que finalement, la remise en question est perpétuelle. Et puis aussi, c'est mettre en place un processus rationnel de prise de décision. Parce qu'on l'a vu, en fait, les décisions qu'on prend, si on ne fait pas attention, si on ne met pas en place un mécanisme, très souvent, en fait, c'est nos biais, nos stéréotypes qui vont décider un petit peu, en tout cas, prendre le dessus. Et donc ici, c'est en fait quand on prend des décisions, que ce soit en tant que manager, en tant que collègue, en tant que RH, mais aussi simplement en tant qu'être humain, c'est d'essayer d'avoir un processus qui nous permet d'objectiver en fait les décisions qu'on prend et pourquoi on les prend et que ce n'est pas uniquement justement nos stéréotypes. Si on doit nommer un homme ou une femme, qu'est-ce qui objectivement derrière va légitimer cette prise de décision. Alors, quelques pistes pour agir dans sa structure. Le premier point, c'est quand on est une entreprise et qu'on a envie d'avancer sur ces questions de stéréotypes et d'égalité, c'est de communiquer son engagement pour la diversité des équipes et le décliner en action. Et c'est important d'avoir les deux parce qu'un seul ne suffit pas. C'est très bien de communiquer, mais si on communique et qu'on ne fait pas, ça ne marche pas. Et en plus, c'est très improductif. Donc du coup, il faut déjà qu'il y ait un engagement, une communication aussi. Il faut que les salariés, en fait, sachent que l'entreprise s'engage sur ces questions-là et puis avoir derrière des actions concrètes. Alors, qu'est-ce que c'est les actions concrètes ? C'est de former, de sensibiliser les collaborateurs, les managers, les RH. Et ici, j'aurais même mis former aussi, se former soi-même si on est dans le top management, parce qu'en fait, il ne faut pas penser qu'en ayant ciblé, par exemple, parce que souvent, on a des formations sur les RH. Et je trouve ça extrêmement important, parce que dans les process RH, notamment, les biais peuvent avoir des impacts extrêmement drastiques. Mais si on fait porter toute la politique sur les RH, ça ne marche pas. Déjà, c'est très lourd à porter. Et puis 2, en fait, il va falloir taper à tous les niveaux, parce que toutes ces personnes sont des êtres humains, donc ont des stéréotypes, donc sont biaisés. Et donc, en fait, il faut vraiment aller former en profondeur à tous les niveaux. Et quand on fait partie du top management, accepter aussi de passer aussi ces formations-là, c'est pas que pour les autres. Ne pas laisser passer les agissements sexistes, même s'ils paraissent anodins. Donc ici, en fait, vraiment sur les violences sexistes et sexuelles, ici aussi, il y a des formations, mais ici, si j'avais une chose à dire, c'est de ne pas les laisser passer, c'est-à-dire que la blague faite à la machine à café sur les blondes ou sur Jean-Pierre qui a l'air efféminé, en fait, on ne peut pas la laisser passer. On ne peut pas la laisser passer, en tant que manager et RH, là, on a des responsabilités légales, et en tant que collaborateur et collaboratrice, même si ce n'est pas évident, il y a plein de postures possibles, en fait, de réaction, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être de questionner, tiens, quand c'est une blague, tiens, je n'ai pas très bien compris, tu veux dire quoi avec ta blague, ou essayer, par exemple, de proposer à la personne, tiens, en fait, si on faisait cette remarque à ta femme, ta fille, ton fils, est-ce que ça te ferait rire ? Donc du coup, on a toujours des possibilités sans pour autant y aller de manière frontale, mais en tout cas, je pense qu'on a tous et toutes une responsabilité d'action. Il y a aussi en entreprise le fait de neutraliser les stéréotypes, notamment dans les processus RH, mais pas que, parce que en fait ici, ce qui est dit, c'est que si on ne fait rien, les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes. C'est-à-dire que avoir des processus neutres,
Donc, traiter tout le monde de la même façon, en fait, c'est inégalitaire. C'est la grande différence entre l'égalité des droits et l'égalité des chances. Et la fameuse image de vous avez 3 petits bonhommes qui essayent de regarder un match, et puis si on leur met 3 caisses les mêmes, s'il y a une barrière devant, en fait, si on traite tout le monde de la même façon, en fait, il y en a qui ne vont pas voir parce qu'ils seront plus petits ou plus grands. Si on met des caisses différentes pour qu'ils puissent monter dessus et regarder au-dessus de la barrière, là, du coup, on est parti du présupposé qu'on n'avait pas tous les mêmes chances dans la vie et que, du coup, on essaye de mettre en place, ici, c'est clairement les actions positives. On met en place des actions positives pour essayer de lutter, de neutraliser ces stéréotypes qui partent du fait que on n'a pas les mêmes chances, ça ne sert à rien de dire le contraire, et que du coup, on voit comment on fait pour justement se donner et donner à tous et toutes les mêmes opportunités d'avancer. Et puis, on respecte ses obligations légales en matière de violences sexistes et sexuelles. Donc, notamment, dans chaque entreprise de plus de 10 salariés, il doit y avoir un référent agissement sexiste, harcèlement sexuel qui est nommé. Quand on a plus de 250 salariés, c'est un autre référent côté entreprise. On met en place des processus de signalement aussi, etc. Donc ici, il y a toute une catégorie d'obligations légales qu'il est bon de respecter. Et finalement, à côté de ces partages de pratiques qui sont assez généralistes, mais qui quand même donnent certaines pistes d'action pour agir, il faut... j'aime bien terminer en disant que la déconstruction des stéréotypes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long chemin, mais qu'on a tous un rôle à jouer en tant qu'individu dans l'entreprise, mais aussi collectivement, en tant que membre d'une équipe ou en tant que manager, en tant que RH. On a tous et toutes un rôle à jouer et le premier pas commence vraiment par le fait d'être conscient de ces stéréotypes et de pouvoir les identifier. Et c'est ce que vous avez fait en principe. En tout cas, c'est ce que j'espère, on a pu faire ensemble pendant ces 45 minutes. Alors, je vous propose maintenant de prendre vos questions et remarques si vous en avez. Alors, effectivement, nous avons quelques questions au cours de cet échange. Certaines d'Élodie, alors qui nous demande, c'était au départ, surtout quand tu parlais justement des stéréotypes sur garçon-fille, et Élodie aborde un sujet sur le fait qu'auprès d'une population masculine, la négation, c'est souvent la réponse. Comment on fait prendre conscience sans créer un effet de rejet pour pas attiser les susceptibilités. Donc, ça revient un peu à tes questions de comment on réagit dans un environnement où parfois il peut y avoir des susceptibilités. Et puis, une autre question qui est un peu liée, c'est pour ça que je les mets ensemble, de Séverine. Pouvons-nous considérer que de nombreux hommes, notamment de plus de 45 ans, ne souhaitent pas intégrer ces nouvelles données dans leur écosystème, y compris au travail? Est-ce que ça remettrait en question leur position de pouvoir? Oui, en effet, c'est lié. Alors, en effet, la susceptibilité, elle est légitime, c'est-à-dire que à partir du moment où on remet en cause aussi des acquis, c'est-à-dire que pendant quand même très longtemps, les personnes qui ont été le plus favorisées, notamment dans le milieu du travail, ce sont des hommes, parce que l'entreprise a quand même été créée par et pour des hommes, et du coup, les normes aussi en vigueur en entreprise ont eu tendance pendant des décennies à les favoriser. Alors, comment on fait pour aborder la question sans qu'il y ait trop de susceptibilité? Je pense que, en fait, c'est de montrer aussi que quand on parle de sexisme, le sexisme, on a dit, c'est ce qui est basé sur les stéréotypes. Or, des stéréotypes, on en a sur les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir montrer aussi que agir, en fait, contre ce sexisme, c'est agir pour plus d'opportunités pour les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, notamment dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui parlait du coup du sexisme et qui parlait du sexisme à l'égard des hommes, elle montrait aussi que le sexisme à l'égard des hommes existe et qu'il est encore un sujet tabou et que très souvent, en fait, il y a deux axes. Le premier, c'est le rapport des hommes à la paternité en entreprise qui est sujet encore beaucoup de sexisme. Et le deuxième, c'est quand les hommes ne se comportent pas en conformité au code de la virilité. Alors, qu'est-ce que c'est les codes de la virilité? C'est pas juste d'avoir des gros muscles. Aujourd'hui, on n'est plus là, heureusement. Mais les codes de la virilité en entreprise, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'un homme, notamment, qu'est-ce qui est représenté comme positivement pour un homme dans l'entreprise? C'est quand même le fait d'avoir des responsabilités, de monter, d'avoir une certaine posture, etc. Et que, en fait,
tout ça, toutes ces normes, en fait, aujourd'hui, elles sont décriées aussi par beaucoup d'hommes et qui n'ont plus envie de coller à ces carcans de virilité hégémonique et de masculinité très forte. Et du coup, je pense que, alors j'espère que je réponds à la question parce que je sens que je dérive peut-être un peu, mais je pense qu'il est intéressant aussi de montrer, en fait, aux hommes aussi les bénéfices, en fait, de travailler vers une déconstruction des stéréotypes qui en fait, ont un coût pour eux aussi. Il y a pas mal de bouquins qui sont sortis, notamment celui du mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, ou encore le coût de la virilité, en fait, qui nous montre que cette virilité, que ces codes aussi stéréotypés pour les hommes, en fait, les enferment eux aussi. Et du coup, je pense que c'est aussi une piste, c'est-à-dire de voir en fait comment on peut agir à ces niveaux-là, et surtout de ne pas en faire un sujet de femme. Parce que du coup, là, on va dans le mur. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tout le monde comprenne qu'on a tous et tout à y gagner. Alors, il faut aussi comprendre que dans le tous et tout à y gagner, oui, peut-être que certains vont perdre des privilèges, ou en tout cas en auront de la même manière que d'autres, ce qui n'a pas été le cas avant, mais que sur du long terme, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Sur le deuxième commentaire, je ne sais pas si j'y ai répondu parce que je pense que j'ai un peu dévié, mais est-ce que tu penses, Delphine, que j'ai répondu aux deux? Oui, je pense que tu as donné des pistes et j'en profite pour dire aussi que dans notre auditoire, nous n'avions pas que des femmes, nous avions quelques hommes et alors, je ne dirais pas nombreux, parce que ces sujets, il y a une sensibilité particulière auprès des femmes, mais néanmoins, nous avons des hommes qui, et c'est là aussi, j'insiste sur ce que tu dis, le rôle de toutes et tous, parce que ça sert toutes et tous. Tu reprends le sujet de la parentalité, et on le connaît bien aussi chez Ma Bonne Fée, puisque c'est une des manières avec lesquelles on vous accompagne, au-delà du sujet d'aujourd'hui sur les stéréotypes. Et tout l'enjeu, c'est de donner en fait les mêmes, les mêmes accès, ou en tout cas de casser ces stéréotypes sur la parentalité auprès des hommes et des femmes. Oui. Un homme peut vouloir prendre un congé parental et on travaille même avec nos entreprises, parmi lesquelles, en tout cas, vous êtes salariés toutes et tous, pour justement déconstruire tous ces stéréotypes. Alors, il y a une dernière question, parce qu'après, on va arriver... voilà, et il y a une remarque de Laurent, la masculinité toxique contre laquelle de nombreux hommes agissent. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et effectivement, l'autre stéréotype, ce serait de dire que les hommes sont tous pareil, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a effectivement ce sujet-là. Je remets une dernière question qui est de Julie et qui fait un peu rebondir. Et effectivement, on dévie un petit peu, mais c'est intéressant. Une remarque entendue plusieurs fois d'hommes disant que tel poste va être attribué à une femme parce qu'en ce moment, c'est tendance de promouvoir les femmes dans le cadre de l'égalité femmes-hommes. Wow. Oui, alors ça, c'est toute la question des quotas aussi, c'est-à-dire cette vision de il y a aussi, on l'a promue parce qu'il fallait la promouvoir, en fait. Sur ces actions positives, moi, je trouve qu'il y a quand même deux choses qu'on peut rétorquer. Le premier, c'est que pendant des décennies, en fait, les décisions ont été prises en faveur des hommes, mais ça ne choquait personne. Et du coup, de facto, la société s'est construite de manière inégalitaire et ça ne posait pas forcément de problème. Et la deuxième, c'est que dans les actions positives, aujourd'hui, on voit quand même que beaucoup de femmes dites femmes quotas, que ce soit en politique, mais aussi dans le monde de l'entreprise, qui, à la base, n'étaient pas en faveur aussi de ces quotas-là. Par exemple, il y a une vidéo de Brut, je crois, de Catherine... Lagarde, Christine Lagarde, merci, qui explique qu'à la base, elle était contre ces quotas parce que aussi, quand on est une femme, être considérée comme un quota, c'est pas forcément extrêmement valorisant. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que dans un monde parfait, ces mesures, ces actions positives, en effet, ne devraient pas exister. Néanmoins, aujourd'hui, parce que le système est encore inégalitaire, s'il n'y a pas d'action positive, en fait, on n'avance pas. Et sur ces actions positives, il faut aussi savoir que légalement, elles ne sont prises que sur un timing restreint et elles ne sont là que parce que les inégalités ont été constatées de manière objective. Donc, on ne promeut pas, et quand elles sont prises, c'est pas on promeut une femme pour promouvoir une femme, c'est à compétence égale aussi, on promeut une femme parce qu'il y a un déséquilibre et une non-mixité. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 13 catégories de métiers sur 87 en France qui sont mixtes.
mixte, c'est-à-dire qui contient entre 40 et 60% d'hommes et de femmes. Donc, en fait, le déséquilibre et la non-mixité sont extrêmement prouvés. On a des chiffres qui nous montrent, et toutes ces actions positives-là ne visent que à remédier à ces inégalités. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui est très concrète et je pense qu'on aime bien les questions concrètes aussi. Alors, une question d'Anne-Laure qui doit être RH certainement, puisqu'elle nous parle des annonces de recrutement. Ah non, pardon. Si, les annonces d'emploi, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait dire F/H, donc femme-homme, et plutôt que homme-femme, à part l'ordre alphabétique? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on... Alors, oui, alors du coup, c'est vrai que c'est l'ordre alphabétique qui est invoqué pour mettre femme-homme. Après, il y a la question aussi de l'inclusivité. En fait, tout est question aussi de représentation, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a invisibilisé les femmes aussi dans pas mal de domaines. Le fait d'aujourd'hui revendiquer le femme-homme, respecte un ordre alphabétique et puis permet aussi, en fait, d'avoir une représentation du poste où c'est pas l'homme qui va primer. Et ça aussi, en fait, dans la menace, tout à l'heure, on parlait de la menace du stéréotype, c'est-à-dire que aussi le poids des représentations est important. Tout comme le langage inclusif, on se projette moins dans un poste qui va être un poste de directeur qu'un poste de directeur-directrice, notamment. Et donc, le poids des mots, et ça aussi, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet du poids des mots dans les annonces, que ce soit sur les titres, mais aussi sur le vocabulaire utilisé dans l'annonce. Il y a par exemple tout un vocabulaire lié au masculin et un vocabulaire lié au féminin qui fait qu'encore aujourd'hui, des femmes postuleront moins si par exemple on a autorité, grande flexibilité et je ne sais plus quoi, et que sur des termes par exemple comme l'empathie ou le travail d'équipe, en fait, on voit, les études ont été faites, qu'il y a des mots et les mots ont encore aujourd'hui un poids assez fort. Et c'est pour ça notamment aussi qu'il y a tout un travail à faire, notamment sur les offres d'emploi, comme par exemple la question des critères. En fait, plus on va mettre de critères dans une offre, plus de facto, il y aura moins de femmes qui appliquent. Parce qu'on a cette tendance à vouloir cocher toutes les cases. Et donc, en fait, il y a plein de tips assez concrets pour rendre aussi des offres d'emploi plus attractives pour les hommes et les femmes. Alors du coup, sur cette question des recrutements et potentiellement des quotas ou justement la promotion de la mixité en accueillant des femmes, on a une question de Tara sur la promotion des femmes justement parce qu'elles sont des femmes. Alors on rappelle que c'est la promotion de femmes qui ont les compétences pour être à un niveau. Ça, c'est très important. Hein. On ne parle pas du tout de recrutement de femmes pour être des femmes, mais de femmes qui ont les compétences pour la mission pour lesquelles on les recrute. Dès lors, comment faire cette démarche en valorisant la femme pour la femme, sans retomber dans des stéréotypes féminins et sans homogénéiser les femmes? Du coup, en fait, on part des compétences. C'est-à-dire que l'idée de lutter contre les stéréotypes, c'est l'idée justement de lutter contre ce caractère globalisant. Les femmes sont comme ça et les femmes sont comme ça. En fait, dans les processus RH, la clé, c'est toujours de revenir, aux besoins et aux compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences individuelles d'une telle personne. Et c'est de pouvoir avoir un processus qui permet de les avoir identifiées. Et à partir du moment en fait, où on est sur des compétences qui sont des compétences individuelles et pas c'est une femme parce qu'elle est tac et tac et tac, je sais pas moi, empathique, bien à l'écoute et agréable. Mais on est sur... Alors après, peut-être que cette personne aura des compétences qui collent à ces stéréotypes, mais en tout cas, on aura eu tout un processus objectivé et rationnel derrière qui permettent de démontrer quelles sont ses compétences à elle. Et du coup, de ne pas retomber justement dans les stéréotypes globalisants. Alors, j'ai une question et je pense que ça va être une des dernières questions. Donc, si vous avez encore une question, il y en aura une après, mais ce sera la dernière pour qu'on respecte notre timing et votre temps. Et là, c'est une question qui intervient aussi sur la partie diversité interculturelle. Comment réagir, et notamment en entreprise, quand on est face au refus, par exemple, d'un homme de serrer la main d'une femme sous prétexte religieux ou autre? Comment réagir? Alors, tout dépend qui on est, je pense. En entreprise, on n'a pas tous les mêmes responsabilités non plus. Si on est un collègue et qu'on voit le truc, on va peut-être pas forcément aller directement lui dire quelque chose, peut-être, ou peut-être qu'on se sent légitime à le faire. Si par exemple on est manager ou on fait partie des RH, il y a quand même des obligations légales de recadrer ce genre de comportement.
parce qu'on peut très vite être sur de la discrimination aussi. La discrimination, c'est traiter défavorablement quelqu'un sur base de critères comme le sexe, la race, l'état de grossesse, etc. Après, ça rentre dans certaines catégories bien précises, mais en tout cas, je pense que ici, il est toujours bon, en tout cas, de susciter un dialogue et d'essayer de comprendre aussi pourquoi une telle personne, en l'occurrence, ne serrerait pas la main d'une autre, que ce soit une femme ou quelqu'un d'une religion différente. Mais en tout cas, il faut avoir une action, c'est-à-dire soit on convoque la personne si on a une relation hiérarchique avec elle pour en rediscuter, et aussi on prend le temps de discuter avec la personne qui a été victime en fait de cet acte-là, parce que ça doit être aussi extrêmement blessant de se voir refuser en fait simplement une main tendue parce qu'on est une femme ou qu'on est quelqu'un d'une couleur qui ne colle pas. Donc en fait, il y a des obligations aussi de recadrer, de voir ce qui se passe derrière. Je pense que déjà prendre le temps d'en discuter et ensuite on va voir s'il y a d'autres faits du même style, et ensuite il y a des obligations légales qui découlent, mais en tout cas ça ne peut pas passer comme juste quelque chose d'anodin sans conséquence, ça c'est clair. Et je rebondirai avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est toutes et tous acteurs à la fois au sein de notre propre entreprise, mais aussi dans les relations extérieures. Ça peut être avec un fournisseur, un partenaire, un client ou autre. On peut être spectateur de situations justement de sexisme ou autres avec lesquelles on n'est pas d'accord, où on a aussi notre rôle à jouer avec comme tu disais, certains éléments, et ça peut faire l'objet d'autres sessions et certainement dans l'avenir, mais de réaction, comment on réagit, comme tu disais, l'humour, l'incompréhension, etc. Oui, tout à fait. Et en plus, cette question aussi des fournisseurs ou des clients, etc., fournisseur ou tout prestataire de service, il faut aussi savoir qu'en entreprise, on est aussi responsable en fait de cette relation contractuelle-là. Donc, par exemple, si c'était un fournisseur ou un prestataire de service qui a des agissements sexistes, en fait, l'entreprise est aussi responsable. C'est pas juste parce que c'est un tiers, mais il y a une relation contractuelle qui fait qu'il est nécessaire et obligatoire d'avoir aussi mis en place des mesures de prévention et potentiellement d'action face aussi à des tiers. Mais ça, je rebondissais sur quelque chose qui était plus large. Mais oui, on a tous un rôle à jouer. Mais on a tous un rôle à jouer à partir du moment où on en est conscient aussi. Super, je vois qu'on arrive à la fin. S'il n'y a plus de dernières questions, nous allons vous remercier de votre participation active. On était très nombreux aujourd'hui, signe que les choses quand même évoluent et bougent. Merci à vos entreprises qui vous ont donné accès à cette session avec Nadège. On est ravis de vous avoir apporté ces quelques lumières avec l'équipe de Ma Bonne Fée. On vous retrouve très prochainement sur des prochains événements. Suivez bien sur votre application, sur les réseaux, les prochains événements. On vous retrouvera avec plaisir. Très bonne fin de semaine à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Bonne journée.